Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sur... Et si j'arrivais à réunir 2 vainqueurs de la Great Himal Race ? Quoi ? Cette course ne vous dit rien ? Bon ok, rien d'étonnant quand on sait qu'il s'agit d'une aventure réservée à une 30aine de personnes cette année. Dans les faits, j'avoue qu'elle est assez confidentielle cette course. Mais imaginez plutôt l'objectif de cette dinguerie. Traverser tout le Népal sur 1700 km avec 90 000 mètres de dénivelé positif en 50 jours à une altitude moyenne de 3500 mètres. Rien que d'y penser, ça pique, n'est-ce pas ? L'organisation a désigné 3 vainqueurs ex-aequo cette année. Le Népalais Upendra Sunuwar, le Suisse Jules-Henri Gabiou, avec qui j'avais déjà réalisé un épisode, et le Frenchie Fleury Roux. L'épisode que vous allez découvrir aujourd'hui est donc unique. J'ai l'immense privilège d'accueillir 2 champions exceptionnels tout juste de retour du Népal et qui nous livrent leur récit d'aventure. Salut. Salut Jules. Hello Fleury. Salut Michael. Salut. Tu vas bien ? Oui, ça va. Désolé, 2 petites minutes de retard pour connecter. Fallait se rappeler comme ça fonctionnait en fait. C'est vrai que vous avez bien déconnecté là où vous étiez. Léger. Ouais. Bon, eh ben écoutez, ravi de vous avoir tous les deux sur le podcast Quelque part sûr. C'est l'occasion d'échanger avec vous pour présenter un petit peu votre parcours sur cette Himal Race 2024. Alors, je ne sais pas qui se lance pour nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que cette course. Ça a l'air ahurissant. Raconte Fleury. Bon, j'ai beaucoup moins d'expérience que Jules, déjà au Népal, mais c'est sûr qu'on a participé à cette course. Donc la Great Himal Race, c'est une traversée de l'Himalaya népalais. C'est une course organisée par les Chevaliers du Vent avec l'agence Basecamp en fait au Népal. Et donc c'est une course qui traverse le Népal. Alors cette année, donc c'est la 2e édition. Première édition avait lieu en 2017. Et cette édition, donc, on traversait d'ouest en est, donc de Ilsa jusqu'au Kanchenjunga Base Camp. Donc, en fonction de la trace qu'on prenait, il y avait entre 1400 et 1600 km. Et cette course, elle se déroule en étapes. Donc, il y avait une 50aine d'étapes aussi, donc pour traverser le Népal et réaliser cette course. Et en fait, chaque étape est chronométrée. Donc en fait on prend notre chrono dès le matin et puis dès qu'on arrive en fin de journée on arrête le chrono. Après il y avait des étapes qui sont neutralisées etc. Mais voilà, en gros il y a une sorte de classement sur cette aventure et cette course, notamment avec le chrono. D'accord, combien est-ce que vous étiez au départ ? Alors on était 28 avec le staff népalais compris. Donc on était 28 entre guillemets à avoir un dossard. Après, je crois qu'on est 13 à avoir fait toute la traversée complète. Mais il y a aussi un classement pour ceux qui n'ont pas fait toutes les étapes. En fait, il y en a qui sont tombés malades. Il y a eu plusieurs soucis pour certains qui ont fait qu'ils ont dû arrêter à un moment donné la course et qui ont repris plus tard. Donc, en fait, ils sont classés avec moins d'étapes que ceux qui ont tout fait. Donc, en ayant tout fait, on est 13 au total.
13 au total, d'accord. Ouais, c'est quasi la moitié qui a enfin, qui a subi les aléas de ce trek, de ce trail. Je sais pas, je sais même pas comment est-ce qu'on peut mettre un mot sur cette aventure. Quel mot vous poseriez là-dessus? Parce que c'est une race. C'est quoi pour vous? Non, Je l'en ris. c'est c'est une aventure, c'est une traversée. Oui, le mot race pour moi c'est un petit peu le dernier qui vient sur la liste, mais c'est une aventure, une traversée. Ouais. Et toi, Florie, qu'est-ce que tu... Ouais, ben, je dirais plus, ouais, une course aventure, c'est sûr que on peut pas forcément parler de course parce que la notion de performance, elle est relative dans le sens où les gens viennent d'abord plus pour le côté aventure et, euh, et déjà finir l'aventure et la course, c'est déjà un exploit en soi puisque en fait il peut y avoir tellement de facteurs aléatoires ben, liés au climat, des problèmes perso, etc., qu'en fait, on n'y va pas forcément dans un premier temps pour le classement, donc c'est plus une aventure. Et je pense que c'est en y allant aussi dans cet aspect-là qui va nous permettre aussi de finir dans des bonnes conditions et de prendre du plaisir tout au long, parce que si on y va en mode course d'entrée de jeu, en fait, on risque de se griller, de se cramer, et on n'y va pas forcément pour les bonnes raisons, quoi. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher, que vous avez vraiment trouvé sur cette aventure? Alors, moi, si tu veux, c'était mon septième voyage au Népal. Donc, c'était un peu le voyage de trail ultime. Enfin, j'avais fait beaucoup de voyages, soit de courses avec les Chevaliers du Vent, mais des plus petites courses sur 10 jours de semaine, qui sont connues sous les noms d'Annapurna Mandala Trail, qui était assez reconnu il y a 10, 15 ans environ, avec des belles participations. Mais c'était vraiment des voyages où j'ai découvert beaucoup de régions. Donc, moi, ouais, c'était vivre un rêve, parcourir ce Great Himalayan Trail, qui est le sentier, on va dire, porteur on peut dire, de cette épreuve. Et puis, moi, c'était un peu une finalité en termes d'aventure et de trail avec le Népal que j'adore. Et pour toi, Florie, c'était... Euh, ouais, alors moi, je n'ai découvert le Népal, contrairement à Jules Henry, en fait, c'était la première fois que je venais au Népal, et puis ça faisait quand même quelques années, j'avais envie de découvrir ce pays, découvrir ces montagnes. Et cette Great Himal Race, en fait, elle me permettait ben, de voir quasiment la totalité, en tout cas, de chaque région, même s'il y en a encore beaucoup plus à voir que ce qu'on a fait. Et oui, j'avais pas forcément d'attente particulière, si ce n'est ben, le fait quand même de découvrir des beaux paysages, de me dépasser. Et puis, voilà, sur ces longues épreuves, forcément, tu te découvres aussi un petit peu plus. Et moi, il y avait ce facteur altitude aussi qui m'intéressait, de voir ben, comment est-ce que j'allais pouvoir réagir avec l'altitude. Donc, c'était tous ces éléments-là ouais, qui m'intéressaient. Et c'est pour ça que j'ai pris le départ de cette aventure. Vous avez une idée de l'altitude moyenne sur laquelle vous évoluiez? 3000, 3005, qu'est-ce que t'en penses, Fleury? Ouais, je pense parce que les points le plus haut, c'était 5007, le point le plus bas, c'était 400, je crois, mais on est quand même souvent resté au-dessus de 2000, hein. Mhm. Et je pense qu'on a passé quand même pas mal de moments aussi au-dessus de 3 000 4 000. Ouais, 3005, ouais, je pense que c'est correct. Ouais. Comment se passe l'arrivée? Est-ce que vous avez un temps d'acclimatation à l'altitude notamment? Alors, euh, en fait, on a eu 3 jours de marche d'approche pour aller au départ de l'épreuve qui était à Ilza, la frontière avec la Chine, Tibet. Donc, il y avait déjà 3 jours, on était déjà acclimaté un peu, on va dire, on se retrouvait acclimaté à la vie du Népal. Et après, on a quand même fait un col qui était à 4000, quasiment 4500 mètres, mais par palier, qui nous a permis déjà d'être un peu acclimaté. On a si dormi quand même en altitude. Tu me corriges si jamais Fleury, mais tu dormais en tout cas à 3005, ce qui a fait qu'on a pu quand même avoir un sommeil déjà un petit peu haut et passer un col haut en mode aventure, on va dire. L'effet sur le corps, sur ce que tu ressens quand tu évolues à des altitudes et que ton corps d'habitant des Alpes est projeté sur des altitudes un peu plus élevées quand même, qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Il faut qu'on t'explique les deux parce que Fleury, c'était une machine. Donc Fleury explique, puis après moi j'explique.
ce qui se passait chez moi. Non, ben, on avait des. C'est sûr que l'altitude, c'est assez personnel parce qu'on réagit tous différemment. Après, l'acclimatation, c'était une phase vraiment importante parce que je me souviens, le premier col qu'on faisait en acclimatation, le Narala à 4005, c'était au bout du troisième jour d'acclimatation et le dernier jour. Je me souviens, à partir de 4000, on n'avançait plus, quoi. Je veux dire, dans les bosses, dès que ça montait raide, on n'avançait pas et on a rapidement le souffle un peu court. Et je trouve aussi un peu musculairement, moi je le ressentais un peu au niveau des quadris, on se sent très limité et on sent qu'on a beaucoup moins de puissance qu'en basse altitude. Après, on s'est acclimaté et puis c'est vrai que au fur et à mesure, en tout cas moi de mon côté, je me suis senti mieux en altitude et même très très bien. Et en fait, je prenais plaisir aussi. Alors, on avance beaucoup moins vite, autour de 4000, 5000, mais c'est des sensations différentes. Et puis chaque col, du coup, c'est une épreuve. Chaque 5000, c'est une épreuve. Et en fait, on prend aussi, enfin en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à avancer à ces altitudes-là, même dans la difficulté, même dans l'inconfort. Et c'est intéressant de voir son corps réagir de cette manière et de se sentir limité. Mais voilà, il n'y a rien de méchant parce que du fait qu'on soit bien acclimaté, on n'a pas eu de problème type vomissement, maux de tête ou des choses comme ça. Il est quand même monté, Fleury, à 900 mm/h. Hein. Ouais. Pour dire un petit Costaud. peu la vitesse. Hein. Donc, ça traçait. Moi, de mon côté, je dirais que j'avais l'expérience et puis je savais que, comment dire, il faut un temps d'adaptation où tu es un petit peu limité. Comme disait Fleury, c'est un petit peu le côté musculaire, le côté souffle, qui fait que des fois, moi, j'ai l'impression qu'on passe d'un mode trailer sportif à un mode randonneur un petit peu. Puis en fait, tu vas encore à une vitesse bien plus rapide que les gens qui font du trek et tout, mais je dirais que c'est vraiment le facteur limitant, c'est que euh, tu te sens un petit peu dans la tête que ça répond pas comme dans les Alpes, où on est à 2000 et tout. Et puis, il faut vraiment faire preuve de patience. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Patience parce que t'as des périodes où tu es plus limité, des moments où ça revient, où tu retrouves beaucoup plus de sensations. Mais c'est un petit peu, je dirais, la patience, parce que souvent, les cols au Népal, ils sont quand même très longs en termes parfois de dénivelé, parfois aussi de longueur. Des fois, par exemple, quand on était à la fin, vers le camp de base du Kanchenjunga, tu restes longtemps, 4007, 5100, donc c'est très très long. Tu as envie d'y arriver vite, mais en fait, il faut faire preuve de patience. Et je dirais la patience aussi, parce qu'on passe dans différents états où des fois, tu es pleinement lucide et tout, puis des fois, ton esprit part un petit peu ailleurs, comme si on est en ultra, puis on essaie de se battre pour garder la lucidité, en fait. D'accord. Parce que les journées que vous enchaîniez, alors, on va pas parler de journée type, mais à quoi ça ressemblait? Alors, généralement, on se levait entre guillemets assez tôt, mais pour le Népal, c'est pas si tôt que ça, mais autour de 5h30, parce qu'en fait, le soleil, il y a un petit décalage par rapport à la France. Le soleil, à 5 heures, il commence à faire jour, 5h30, la luminosité est quand même très bonne. Et en fait, ça se couche 18h30, à 19h, il fait nuit, quoi. Donc, on avance un petit peu les journées, puis on a passé aussi pour certains cols, pour les passer un peu plus tôt le matin. Donc, vers 6h30, 7h, on était parti. Et après, on enquillait notre journée. Alors, ça dépendait le nombre de kilomètres, tout ça. Généralement, avec Jules, on avançait à un bon rythme. Donc, il y a, vers midi, 13h, maxi 14h, on était arrivé de nos étapes. Donc, ça nous permettait, une fois arrivé, de trouver. Alors, soit on était les premiers, on essayait de trouver un lodge, soit il y avait déjà des Népalais sur place et du coup, on avait déjà un lodge, tout ça. Donc, l'idée, c'était tout de suite d'essayer de manger, de commander à manger tout de suite ou de se faire un petit repas rapidement pour recharger parce qu'en journée, on mangeait quand même pas énormément. Et ensuite, c'était d'essayer de prendre un petit peu de confort, donc de se nettoyer les pieds, laver un peu les affaires, voilà, installer un petit peu son campement ou son lit. Et en attendant, en fait, toute l'après-midi, jusque dans la soirée, il y avait tous les autres participants qui arrivaient. Donc ensuite, on mangeait généralement à peu près tous ensemble à 19h le soir. On faisait un petit peu le point sur le lendemain, la journée du lendemain, et puis à 20h, 21h, on était au lit, et puis voilà, les journées s'enchaînaient comme ça. Après, voilà, il y avait des spécificités sur certaines journées, mais globalement, c'était un petit peu la routine quotidienne. Ouais, donc on peut parler quand même d'une certaine forme de routine
sur l'épreuve, hein. Et c'est Ouais. quelque chose qui finalement peut être aussi rassurant de se dire, bah voilà, j'ai un cycle et puis j'arrive à la fin du cycle et je vais pouvoir recharger, me reposer, reprendre des Ouais, forces. on a pris notre routine jour après jour. Et c'est sûr que bah, déjà, c'est rassurant dans le sens où bah, au bout d'un moment, ton sac, en fait, en 10 minutes, il est fait. Enfin, je veux dire, les choses, elles s'enchaînent beaucoup plus vite qu'au début. On prend nos repères, on sait que quand on va arriver dans un lodge, bah, tiens, la première chose à faire, c'est de regarder ci, c'est de regarder ça. Donc, en fait, on était de plus en plus efficace et ça nous permettait justement d'avoir de plus en plus de repos. Et justement, on en avait besoin avec l'enchaînement des journées. Donc c'est sûr que la routine, elle s'est installée, elle était agréable dans le sens où on avait un petit peu nos petites habitudes. Moi, je dirais que oui, la routine elle était aussi que tu pars du point A, le but c'est le point B, avec quand même un objectif de pas arriver de nuit, ce qui n'est pas arrivé. Donc c'est un peu cette routine. Et puis après, comme dit Fleury, ben, il y a tout qui roulait. Puis à la fin, c'était rapide pour commander à manger, prendre des fois, aller se laver pendant qu'ils faisaient à manger et tout, pour optimiser le repos. Donc on avait vraiment, on était pas mal là. Ouais. Et les marques, et, ok, tout roulait pour vous sur cette fin d'épreuve. Est-ce que vous aviez des craintes, des appréhensions en prenant le départ ou avant de prendre le départ? Moi, je dirais que, comment dire, en connaissant bien le Népal, j'allais pas avoir trop de surprises. Donc, je Ouais. savais qu'on pouvait dormir chez l'habitant sous un bout de pointe-tôle et une planche en bois et qu'on pouvait dormir dans un lodge confort où il y avait une douche. Et je savais qu'on pouvait manger pendant 2 semaines les mêmes trucs. Donc là, j'avais pas de surprise. Moi, je dirais que j'avais un peu d'appréhension. C'était quand même par rapport aux soucis un petit peu médicaux, donc de ne pas tomber malade, de ne pas avoir de problème d'estomac, parce que tu sais que c'est vite arrivé pour des petits soucis. Puis après, ben, tu te dis quand même que ouais, t'es perdu un peu au Népal, donc tu te dis, t'espères quand même pas avoir de soucis physiques ou de choses comme ça, parce que c'est quand même, même l'expérience, les ultras font que ça aide, mais c'est quand même il faut beaucoup quand même se débrouiller. Tout seul, puis c'est pas que voilà, je fais un téléphone, il y a un physio, ah mais je peux trouver un médecin qui me guérisse ou qui m'aide parce que j'ai une tendinite, etc. C'était plutôt, on va dire, l'aspect gestion d'effort qui était primordial. Fleury, c'est Ouais. quelque chose que tu as retrouvé ou est-ce que tu avais des craintes, des appréhensions également, toi qui connais moins le Népal à la base que Jules-Henri? Ouais, je connaissais vraiment pas du tout, je savais pas du tout comment ça allait fonctionner. Alors j'avais essayé de me renseigner un petit peu avant, mais c'est sûr j'avais beaucoup de doutes et beaucoup plus que Jules. Et en fait, le fait d'avoir avancé avec lui aussi les premiers jours et puis après la grande partie d'aventure, c'est vrai que bah, c'était beaucoup plus rassurant. Mais je savais pas comment on allait pouvoir trouver à manger. Je savais pas ce qu'on allait manger. Je savais pas au niveau des ravitaillements, des choses comme ça. Bah, de l'altitude aussi, du terrain sur lequel on allait être confronté. Donc en fait, moi j'avais des doutes sur vraiment beaucoup d'aspects. Et c'est sûr que en fait ils sont rapidement bah, ils sont effacés ces doutes au fur et à mesure des premiers jours parce que j'ai vu comment ça fonctionnait et puis je me suis très vite senti à l'aise en fait dans ce milieu, dans le groupe et du coup pour moi il y a pas eu de problème et en fait je m'étais limite fait un peu plus de films dans ma tête et je m'attendais à plus d'inconfort de ce qu'on a eu. Rien que le fait en fait de se dire ben on va pouvoir dormir n'importe où, même chez l'habitant, ou déjà ça enlève une partie de stress le fait de se dire qu'on va pouvoir manger aussi n'importe où, même dans des petits villages et des petits hameaux, ben, pareil, ça enlève du stress. Donc ça, c'est des craintes qui sont rapidement effacées. D'accord. L'organisation, comment est-ce qu'elle vous a briefé sur le départ de la course et peut-être tout au long de la course? On peut l'évoquer? Alors, bon, c'est clair qu'on avait déjà pas mal d'informations on va dire que le coordinateur et la personne responsable des Chevaliers du Vent, c'est Bruno Poirier. C'est 30 ans de course au Népal, 30 ans de voyage au Népal, donc une grande connaissance. Donc Bruno nous a donné quand même beaucoup d'infos globales avant de partir et il était toujours disponible pour des questions spécifiques par rapport au milieu, au parcours, etc. Puis après, on avait quelques briefings pour avoir quelques infos globales aussi.
Et puis c'était beaucoup aussi des moments, des fois, des discussions entre nous, discuter avec le staff népalais, parce que souvent là-bas, tu peux pas faire comme chez nous, tout planifier. Tu dois planifier un peu au jour le jour. Puis ça, des fois, on n'a pas l'habitude. Moi, je savais un peu comment ça se passe au Népal, mais on n'a pas l'habitude ici parce qu'on veut essayer de tout bien organiser. Tandis que là-bas, c'était souvent un peu des fois de la planif au jour le jour. Ah, aujourd'hui, ça a bien été. Demain, on va passer là, il y a tel call. Ah, on doit essayer de se renseigner pour avoir les conditions, etc. Donc, c'est vraiment quand même, c'est un autre monde par rapport à ici. Et est-ce que c'est une particularité j'allais dire, de la longueur d'une telle course? Est-ce que ça peut être propre? Enfin, je veux dire, sur un ultra, tu sais que tu vas partir, aller 2, 3, 4, 5 jours. Là, on est sur 10 fois plus. Euh, donc, il y a quand même une spécificité par rapport à ce type de course qui est très certainement à s'adapter en permanence en fonction de l'environnement. Bah, ouais, alors en fait, c'est clair qu'il sur chaque, enfin, il faut ce genre de course et c'est ce qui fait un peu le charme de ces courses-là, c'est qu'il faut être toujours dans l'adaptation. Et après, c'est plus difficile de le faire quand tu es un gros groupe, entre guillemets, que quand tu es un, deux ou trois, quatre. Il y a des moments où, ben, avec Jules, on s'est extirpé du groupe pour aller faire d'autres itinéraires ou des étapes un petit peu différentes. Ben, la logistique, c'est beaucoup plus facile et tout ce qu'on met en place dans la journée, tout ça, c'est nous qui prenons nos décisions. Il y a des choses qui se mettent beaucoup plus facilement en place. Alors, quand tu as un groupe de 28, ben, en fait, il faut quand même tous qu'on dorme à peu près au même endroit, il faut qu'on communique entre nous, alors qu'il y a des étrangers, etc. Donc, ça rend parfois des situations un peu difficiles parce qu'on ne se comprend pas tout le temps. Et donc, en fait, ce genre de course, il faut être dans l'adaptation, mais c'est ce qu'on est venu chercher. Il n'y a pas de balisage. Il faut se débrouiller en orientation, il faut se débrouiller, trouver dans un village, bah, pouvoir trouver à manger, etc. Donc voilà, il y a une organisation qui est mise en place, mais on est tous responsables et ça, c'est ce qui est beau aussi sur cette course et avec Bruno qui est coordinateur, c'est qu'en fait, il nous laisse de la liberté et il nous rend responsables avec cette course. D'accord, dans cette approche-là. Est-ce que dans le groupe, il y avait, enfin, vous évoquiez qu'il y avait potentiellement plusieurs nationalités. C'était quoi comme nationalité? Il y avait une répartition, il y avait beaucoup de Français ou de pays francophones, ou personne de pays francophones? La majorité était français vu que l'organisation est française via Bruno Poirier qui connaissait quand même beaucoup de coureurs. Il y a beaucoup de coureurs qui étaient déjà venus au Népal faire des courses, donc il y avait quand même beaucoup de Français. On avait 3 Japonais, une Norvégienne, un Indonésien, 2 Américains. C'était quand même bien varié. Une Canadienne, c'était bien varié. Parce que aussi la course est répertoriée dans le calendrier des courses au Népal et là ça touche quand même une clientèle qui a déjà fait aussi des courses organisées par d'autres organisations au Népal en fait. Donc ça touchait pas mal de monde et c'était assez hétéroclite on va dire les nationalités, mais à base française. D'accord. En termes de difficulté sur le terrain, en termes j'allais dire, de côté très technique ou de sentiers très techniques, qu'est-ce que vous avez rencontré et pour vous, quelle était la plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée? Bon, déjà, il commence à y avoir de plus en plus de pistes au Népal. Donc, je pense qu'on a évolué à peu près 20% du temps sur des pistes. Il y a pas mal de pistes en construction, notamment dans des vallées. Bah, ils essayent de rendre aussi certaines vallées beaucoup plus touristiques. Donc, forcément, ils sont obligés de faire certains travaux. Après, il y a quand même des vallées qui sont préservées. On a quand même trouvé pas mal de petits sentiers. Et ouais, je pense que les passages les plus techniques, ça reste forcément l'école. Alors, la météo, en fait, influence vachement cette technicité. Et globalement, on a été, sur le passage des gros cols, on a eu plutôt de bonne météo avec un enneigement qui était plutôt correct. Les deux passages les plus techniques, je pense, ça restera le Kagmarala qui était au bout du 10e jour. Un col à 5000 et en fait une descente avec beaucoup de neige et un sentier du coup qui était effacé par la neige. Donc il y avait la trace des locaux devant, mais le sentier passait en fait dans un petit le long d'un torrent avec encore de la neige du coup qui fondait parce qu'il faisait assez chaud et ça rendait la descente assez technique et il fallait pas glisser quoi au risque de tomber dans le torrent.
Donc ça, c'était un des passages techniques et sur lequel on n'avait pas forcément imaginé cette situation-là. Le deuxième passage technique, ça restera sûrement le Tachilapsa, qui est quand même un col de randonnée, mais il doit pas y avoir beaucoup de randonneurs qui passent parce que quand même, on traverse des glaciers. Il y a des passages qui sont câblés avec échelle, ce qui fait que en fait c'est un col très technique. Mais celui-là, on s'y était préparé parce que Jules le connaissait, certains dans le groupe le connaissaient aussi. Et là, en fait, on est sur en fait, le chemin, il n'existe pas forcément. On doit juste orienter avec le relief, avec le terrain. Et il y a beaucoup de cailloux, de pierres, glaciers un petit peu avec crevasses et des passages qui sont très raides. Donc ça rendait aussi ce col, en tout cas, assez technique. On y a passé du temps dedans. On a mis deux jours pour monter, avec redescente aussi derrière. Là, on faisait des étapes de 15 à 20 bornes, quoi. C'était pas des grosses étapes parce que la technicité faisait qu'on n'avançait pas bien. Pour te dire, Michael, le Tachilapsa, tu fais un mix du Pot-de-Naval et du Grand Néron autour des glaciers. D'accord. Puis c'est à peu près ça, si tu veux. Ok. Donc c'est du pierrier, pas de sentier balisé, et puis c'est quelque chose où tu vas à 2 km/h. Donc pour moi, c'était vraiment le col, on va dire, un peu l'endroit un peu critique, parce que par rapport à la neige, aux conditions de glacier et tout, c'est quelque chose qu'on t'as peu d'infos, tu sais pas trop, puis tu sais que si tu peux pas passer celui-là, c'est un immense détour. Donc pour moi, c'était vraiment cet aspect-là. Puis après, c'est clair que des fois, c'est tout bête, mais on a évolué des fois dans la jungle aussi. Il y avait des orages, de la pluie. Là, c'était plein de boue et c'est des endroits qui sont plus bas en altitude, mais qui étaient des fois un petit peu galères, on va dire. Ouais, la végétation est différente. Tu évoques la jungle. Il y a des forêts de rhododendrons là-bas. Les rhododendrons, c'est des arbres en fait. Chez nous, c'est des buissons. Là-bas, c'est des arbres. Et après, dans la jungle, tu avais un petit sentier, tu avais de la végétation hyper dense partout. Donc, c'était assez sympa. Au niveau équipement, par rapport à cet environnement très technique, où la végétation est présente, comment vous gériez cet aspect et qu'est-ce que vous avez pris comme équipement qui serait différent d'autres courses? Et pas grand chose. En tout cas, pour les parties jungle, tout ça, il y a pas grand chose. Alors dans ces parties-là, le truc finalement, c'est moi j'ai trouvé que c'était un peu les sangsues parce que notamment sur la fin, on avait pas mal été attaqué par les sangsues qui tombaient des fois un peu des arbres, tout ça. Donc il fallait quand même être un peu habillé en long et ça, c'est vrai que je m'y attendais pas forcément. Donc c'est vrai que ces parties-là, il y a pas grand chose à faire parce que ça reste des sentiers. Bon oui, on est dans la jungle, etc. Mais il y a pas de. Si tu restes sur le sentier, t'as pas besoin de matériel spécifique. Après les cols de montagne, notamment le Tachi, on avait le casque pour le risque de chute de pierre et les crampons aussi pour les passages enneigés et glaciers. Mais on était light quand même en équipement. Je veux dire, pour nous, en tout cas avec Jules, avec notre niveau technique, je veux dire, c'était suffisant. Pour certains dans le groupe, c'était clairement insuffisant parce que certains ont dû installer cordes, etc. pour monter certains passages parce qu'ils étaient moins à l'aise. Et c'est sûr que celle là-dessus, niveau équipement, on est light. Et encore une fois, on est laissé un petit peu libre, quoi. Je veux dire, Bruno, il nous dit qu'il va y avoir un passage technique, mais on est assez responsable aussi de notre niveau, sans forcément connaître le terrain. Donc, ça peut rendre des fois des situations un peu délicates pour certains. Nous, globalement, on avait un niveau technique qui nous permettait de passer ces passages-là sans trop de difficultés, quoi. D'accord. Oui, on était en basket de trail. C'est pas qu'on avait des chaussures de haute montagne ou ça. Les baskets de trail avec des mini crampons suffisaient pour passer les parties enneigées. L'aspect contemplatif sur un voyage de ce type-là, il doit être. Vous avez dû en prendre plein les mirettes. Je ne sais pas si vous deviez garder quelques flashs comme ça, quelques moments qui vous reviennent à l'esprit. Pour vous, ce serait quoi? Pour moi, c'est le passage du Tachilapsa qui était le col le plus haut pour un jour merveilleux. On a fait des photos fantastiques. Et puis, l'autre point qui m'a marqué, c'est la fin au camp de base du Kanchenjunga parce que t'as beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de souvenirs, puis tu te dis waouh, on y est, puis c'est assez dingue. Ouais, moi, c'est je pense la région qui m'a vraiment
sur lequel j'ai vraiment été admiratif, les montagnes m'ont vraiment surprise, c'était le Manaslu parce que je sais pas, il faisait grand beau et c'était vraiment, je trouve, la première fois où on voyait un 8000 aussi très proche et on avait grand beau temps et on a passé de l'Arcana à 5100 mètres, quasiment en short t-shirt, il faisait grand beau et j'ai trouvé ces montagnes vraiment majestueuses et ça m'a vraiment marqué. Après, on a passé vraiment tellement d'endroits vraiment magnifiques et on s'est régalé durant toute la traversée. Après, je sais que sur la fin, nous, on avait fait un petit tour dans l'Everest, mais on n'a pas eu un super beau temps, donc c'est vrai que c'est une région sur laquelle j'aimerais bien y retourner. Et puis pareil, à l'arrivée, c'était incroyable d'émotion, mais en termes de paysage, nous, les derniers jours, le Lumba Sumba, le Nangola et puis le camp de base, on n'a pas eu une super météo pour finir, avec pas mal de nuages. Donc voilà, on a un peu moins profité de cet aspect paysage, mais par contre, c'est sûr qu'en termes d'émotion, c'était assez fou. La gestion, alors l'accueil ou la gestion des émotions dans ces moments-là, sur ce type de course, comment vous l'appréhendez, comment vous la gérez, comment vous l'accueillez, enfin, vous accueillez ces émotions? Est-ce qu'il y a des fois où vous êtes un peu submergé alors aussi bien positivement que négativement, comment vous travaillez sur ces aspects-là? Moi, je te dirais que c'est comme différent que quand on fait un ultra comme le Tour des Glaciers, les PTL, où tu es vraiment poussé dans la fatigue extrême, le manque de sommeil, où il y a vraiment les émotions qui explosent, on va dire, du Ok. point de vue positif ou point de vue négatif, difficulté. Là, ce qui est différent, c'est que moi, c'était plus des émotions de partage, Ouais. parce qu'on a eu des moments magnifiques avec Fleury sur l'école, des moments, comme tu disais, contemplatifs, où c'était tellement beau que tu peux vraiment apprécier parce que c'était globalement bien, en fait. Vu que tu n'es pas dans un état second, comme on est des fois sur les très longues courses. Donc, pour moi, c'était une gestion des émotions qui était avant tout du plaisir. Puis après, il y a juste à la fin où là, tu es un peu submergé parce qu'il y a trop de choses. Ouais. Ouais, j'ai le même ressenti que Jules parce que en fait on n'est pas poussé dans nos retranchements toute la traversée et toute l'aventure. En fait, c'est sûr que la fin de chaque col c'est quand même une petite libération d'avoir passé le col quand même parce que c'est toujours des moments forts sur les cols, notamment avec ce qui nous entoure et puis le fait d'avoir fait quand même un effort en altitude. Après, c'est vrai que même chose, c'est plutôt à l'arrivée où, en fait, là, moi, j'ai libéré les émotions aussi à ce moment-là parce que tu sais que tu as fini, en fait. Et ce qui est dur, en fait, sur une aventure comme ça, c'est que il peut se passer plein de choses. Et en fait, d'avoir vu aussi des gens abandonner alors qu'ils étaient en super forme parce qu'ils tombent malades, parce qu'ils se blessent, etc. Et tu peux jamais te dire cette traversée, même au bout de 20 jours, 30 jours, de dire je vais l'avoir fini et c'est bon, ça avance super bien. Non, en fait, au bout de 40 jours, tu peux très bien avoir un gros souci et devoir arrêter. Donc en fait, tant que t'es pas, en tout cas moi, tant que j'ai pas ressenti que j'étais à l'arrivée, et tu gardes aussi en toi, tu es concentré sur ce que tu fais, sur ce que tu manges, sur comment tu te reposes, etc. Donc tu es toujours un petit peu dedans et le fait d'arriver, là, tu peux libérer parce que tu sais que tu l'as fait et tu sais que tu as toute cette pression aussi qui retombe d'avoir fini. Et donc c'était vraiment à ce moment-là moi en tout cas, j'ai vraiment libéré les émotions. En plus, avec tout le groupe, c'était un super moment. Ouais, moi je dirais, je rejoins Fleury, t'es beaucoup sur contrôle parce que justement tu as cette routine qui s'est installée, puis tu contrôles, tu restes concentré, focus en te disant, ok, aujourd'hui reste bien concentré, faut pas être trop submergé non plus par les émotions parce que ça peut être un peu un piège, je pense. Mm. Ok. Ça peut être un piège. Et aujourd'hui, moi, j'ai une question que j'ai envie de vous poser inévitablement, hein. C'est, voilà, vous avez atteint cette ligne d'arrivée, ce rêve. Euh, Aujourd'hui, en termes d'émotion, vous en êtes à quel stade? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Là, moi, c'est vrai j'essaie de redescendre un petit peu dans le sens où retrouver entre guillemets une vie un peu plus classique, c'est pas facile quand tu fais 50 jours,
dans une aventure comme ça, bah, tu vois des choses, tu vis des choses aussi avec des gens et tu partages pas mal de bons moments. Et là, en fait, bah, là, il y a tout qui s'arrête, entre guillemets. D'un côté, c'est agréable parce que il y avait une certaine lassitude qui s'installait. Donc, enfin, moi, je sais que je suis content, en tout cas, de retrouver une vie un peu plus classique, retrouver mes proches aussi ici en France. Mais d'un autre côté, c'est sûr que ben j'ai déjà ma tête enfin ma tête est encore aussi un petit peu là-bas parce que moi j'ai déjà envie ça me manque en fait ces paysages, les moments que j'ai vécu là-bas aussi, ils me manquent. Mais là, je suis aussi surtout dans l'assimilation, je pense, et dans le fait de réaliser aussi un petit peu ce qui s'est passé. Et puis là, il y a une grosse phase maintenant de repos et de. Moi, je sais que depuis que je suis revenu en France, c'est une énorme fatigue là qui me tombait dessus, où je fais des siestes de 2 heures, 2h30 et que j'ai besoin absolument de me reposer, de remanger aussi à ma faim. Enfin voilà, pour l'instant, c'est pas du tout structuré là, le retour à la réalité. Passe de Moi, je vie. plane en Ouais. fait. Tu planes encore. Moi, je suis encore assez à 1000, je pense. Non, écoute, t'es pleinement tout le temps quand même. Comme dit Fleury, c'est quand même 2 mois de voyage. C'est une autre vie. T'as pas des soucis. Ton souci principal, c'est de partir du point A, aller au point B, en prendre plein les yeux, plein les jambes. Puis quand tu reviens ici, tu relativises beaucoup de choses. Ben non, moi, le plus difficile, ça a été de reconduire, parce qu'en fait, conduire, ça allait, mais tout ce qu'il y avait autour, les gens qui klaxonnent et tout ce qu'il faut faire Ouais. attention, t'oublies, parce que là-bas, t'es dans une routine, et puis c'est trop bien. Ok, il y a quand même une phase de digestion, enfin, digestion entre guillemets, de, de, de cette expérience, de toute l'émotion et la richesse d'une expérience comme ça, et avant de se projeter peut-être sur autre chose, à moins que vous ayez déjà des envies, peut-être l'envie tout simplement d'y retourner sur cette course ou de retourner au Népal, voir cette culture et découvrir d'autres sentiers. Je ne sais pas vous en êtes où par rapport à ça aujourd'hui? Ben, moi, de mon côté, c'est vrai que c'était la première fois que je venais au Népal et j'ai été surpris et agréablement surpris en fait par ce pays, par ces montagnes. Et en fait, c'est vrai qu'avant même de revenir en France, j'avais déjà envie d'y retourner. Tellement j'ai apprécié et j'ai été bien. Et je pense déjà y retourner, notamment dans la région de l'Everest, je pense novembre 2025 parce que Bruno il organise à nouveau une course là-bas et c'est vrai que j'ai envie d'aller voir des cols que j'ai pas pu voir, d'aller voir des paysages que j'ai pas pu voir. Donc je me suis un petit peu reprojeté du coup novembre 2025, mais je suis content parce que ça me laisse aussi 1 an et demi de faire, enfin de vivre aussi autre chose à côté. Et j'ai aussi envie de reprendre une vie un peu plus normale en France. On est en d'autres projets de courses, avec le boulot, avec mes proches, etc. Donc j'ai pas envie de me reprojeter tout de suite sur quelque chose de Népal, mais déjà, voilà, je sais que j'ai 1 an et demi pour digérer un petit peu cette Guatemala avant de retourner dans ce pays et revoir cette montagne. Moi, c'est un petit peu différent. C'était une finalité, si tu veux. C'était un rêve que j'avais depuis quelques années. Il y a très rose sur la carte. Et puis, j'ai dit ça, je dois faire une fois. J'avais pris un petit avion qui s'appelait Great Himalayan Trail dans les Annapurna. Et puis, c'est un peu une finalité où, bah, si tu veux, j'avais un rêve et puis j'ai tout fait pour l'atteindre. Donc, j'ai fait des courses au Népal par étapes. J'ai été découvrir d'autres régions pour essayer de pas mal connaître. Donc, je te dirais que là, j'ai encore beaucoup envie du Népal, mais on va laisser un petit moment pour avoir bien l'envie d'y retourner. Dernière petite question, et puis après je vous laisserai peut-être vous reposer parce que vous l'avez bien mérité. Euh, qu'est-ce que, quel conseil vous donneriez alors conseil au singulier ou au pluriel, hein, quel conseil vous donneriez à une personne qui aimerait tenter cette aventure? Je pense de bien se préparer. Alors, sur une aventure comme ça, de bien se préparer et d'être conscient que c'est une aventure, que c'est pas une course. En fait, faut pas qu'une personne se dise c'est une course qui va être bien structurée comme dans les Alpes, comme on peut voir sur d'autres courses aventures. Là, c'est plus une aventure qu'une course. Donc, être conscient que va falloir se débrouiller en orientation, va falloir se débrouiller des fois à trouver à manger,
Il faut pas s'attendre à un service nickel chaque journée et que tout va rouler comme sur des roulettes. Il va y avoir beaucoup d'imprévus et que c'est ce qui fait finalement la beauté de cette aventure, c'est de devoir gérer tous ces imprévus-là, quoi. Ça sent le vécu. Alors, c'est peut-être un changement d'état d'esprit, finalement, par rapport aux courses classiques Ouais, ouais, dans l'état d'esprit de la façon exactement. d'aborder la course. Je pense que c'est ça. Il faut pas l'aborder comme une course service sur un plateau. C'est une aventure. Donc, il va falloir se débrouiller avec les moyens du bord et avec ce qu'on trouve là-bas au Népal. Et vraiment, bah, par contre, ça vaut largement le coup, quoi. Je veux dire, quand on est dans cet état d'esprit-là et quand on veut vivre les choses de cette façon-là, bah, cette course, elle est exceptionnelle, quoi. Et toi, Jules-Henri? Moi, je dirais, il faut savoir lire une carte, savoir lire une carte sur son téléphone. Il faut apprendre quelques mots de népalais et puis faut rêver. Et puis faut rêver, puis il faut la vouloir vivre ça comme une aventure avec tout son cœur. Et puis je pense que sur place, la qualité la plus importante après l'état d'esprit, c'est la patience. Mettre un pied devant l'autre et vraiment prendre le temps. Et si tu vois ça comme une aventure, un voyage d'une vie, tu vas déjà aller pas Mm. mal loin. Ouais. Ok, super. Merci pour ces conseils et plus largement, merci pour l'échange et puis la petite fenêtre de rêve que vous nous avez ouverte en suivant cette aventure. J'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à découvrir un petit peu vos profils sur les réseaux et puis tout le contenu que vous avez partagé pendant cette expérience folle. En tout cas, un grand merci pour cet échange et puis bonne récup. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci Miguel, merci Fleury. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sur. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail, c'est wild. C'est wild. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.